30 ans de mise en œuvre de la Convention, quelle est la situation actuelle par rapport aux enfants dans notre pays? Je crois que pendant 30 ans, il y a eu des hauts et des bas. Des hauts parce que, le Bénin a ratifié la Convention en août 90 sans réserve. Ça veut dire que tous les articles contenus dans la Convention sont acceptés par le Bénin. Le Bénin, en matière de tests, bien champion en matière de loi, en matière de décrets, d'arrêtés pour réguler le bon fonctionnement en faveur des enfants. Je crois qu'on a beaucoup de tests qui marchent. La Convention a 54 articles. Mais au-delà des 54 articles, il y a eu 3 protocoles. Le Bénin vient de ratifier, il est d'ailleurs le 3e pays en Afrique à ratifier le 3e protocole qui permet aux enfants, n'est-ce pas, de rentrer dans le processus de la communication, c'est-à-dire la possibilité qui leur est offerte de déposer des plaintes contre ceux qui violent les droits. Je devrais rappeler qu'en 2015, le Bénin s'est doté justement par rapport à la Convention d'un code de l'enfant qui est ce qu'il faut observer, c'est-à-dire que lorsque le Bénin ratifie les tests internationaux, il faut arriver à domestiquer ces tests-là pour les adapter aux réalités nationales. Le Bénin est parfait sur ce chemin-là, mais quand on doit faire le point sur 30 ans de mise en œuvre de la Convention, il faut d'abord aller rappeler les principes de la Convention. Et les principes de la Convention, il y en a 4 que je me permets de rappeler. Lorsqu'on a fini de définir dans le document de la Convention ce que c'est qu'un enfant, qui est tout être humain âgé de moins de 18 ans, le deuxième article est allé parler de la non-discrimination. Donc, je commencerai à citer comme principe la non-discrimination, c'est-à-dire que les enfants sont égaux, doivent être traités de la même façon, sans discrimination, sans distinction. Il faut leur appliquer l'esprit de la Convention. Le deuxième principe qu'il faut aussi retenir, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Toute chose qu'on voudra faire par rapport à l'enfant, eh bien, on peut se poser des questions. Est-ce que la décision que nous prenons est vraiment en faveur de l'enfant ou est-ce que ça ne va pas lui créer des préjudices? Et ça nécessite bonne réflexion parce qu'on peut vraiment ne pas savoir ce qu'il faut faire. Et il faut véritablement chercher pour prendre la bonne décision. Je pense que c'est suffisamment important. Il y a un autre principe qui est très important, c'est l'opinion de l'enfant. L'enfant est là, vous voulez agir, est-ce que vous l'avez associé? S'il a l'esprit de discernement, il faut que l'enfant se prononce sur ce qu'on veut faire avec lui. Et donc cette opinion-là, qui est quelque chose de très 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 important, c'est compris dans l'esprit donc de la Convention et qui fait partie des principes. Et le quatrième et dernier principe qui regroupe 2 éléments, c'est la survie et le développement de l'enfant. La survie, quand il naît, il faut le tenir dans de bonnes conditions pour qu'il grandisse. Il faut l'entourer de tous les soins possibles. Et le développement, vous voyez, l'enfant qui grandit dans un milieu doit connaître le milieu. On doit lui permettre d'aller à l'école, on doit lui permettre de s'épanouir, de s'adapter, de connaître sa culture et d'intégrer la société. Et donc ces principes-là ne sont pas négociables. Et on ne doit pas dire j'applique un seul principe et je laisse les 3 autres. Venons-en maintenant aux catégories de droits pour l'enfant. Vous savez, lorsqu'on a les principes, quels sont les droits qu'on doit respecter pour les enfants? Il y a bien sûr la protection. Et nous voilà autour de la protection qui a un sens assez large. Assurer la protection de l'enfant, c'est veiller sur sa sécurité, éviter d'abuser de l'enfant. Assurer la protection de l'enfant, c'est éviter de le négliger aussi. Donc c'est vraiment large. Alors, deuxième catégorie, c'est la survie. La survie, c'est-à-dire quelles sont les dispositions que l'on prend
pour assurer la vie de cet enfant. Il est né, il n'est responsable de rien, on le fait venir comme dans les conditions qu'on connaît. Donc lui, il n'a même pas demandé à venir. Les géniteurs, les personnes qui ont la charge de cet enfant devraient veiller à ce que cet enfant-là soit totalement pris en compte pour sa survie. La vie de l'enfant compte. Et le développement, comme je l'avais dit, c'est aussi une des mesures importantes pour que l'enfant grandisse, s'instruise et qu'il vive bien. Une des catégories, parce que je les cite dans les catégories, la dernière catégorie qui nous intéresse ici, c'est la participation de l'enfant. Et vous verrez que dans tout ce que je dis, vous avez vu que l'opinion de l'enfant, prendre son point de vue, qu'il puisse participer à la décision qui le concerne lorsque il a l'esprit de discernement, je l'ai déjà cité dans les principes, mais ça revient aussi dans les catégories de droit. Et donc, c'est très très important que les enfants puissent participer. Et la participation à ces règles, où l'enfant est au cœur de la décision, il doit pouvoir se prononcer. Les parents ont le devoir de le guider pour que la décision qui doit être prise soit une très bonne décision. L'enfant donc peut penser à des choses et prendre l'avis des personnes âgées, de ses parents, de la communauté consort. Et je dis, le devoir des autres, c'est de pouvoir l'aider à réussir le choix qu'il veut faire en termes de « je veux participer ». Cela dit, les 3 protocoles qui sont venus compléter justement le domaine de la Convention, vous avez un protocole qui parle de l'implication des enfants dans les conflits armés. Est-ce qu'on a pris les dispositions pour que ces enfants-là, s'ils étaient impliqués dans les conflits armés, qu'ils soient protégés, puisque les principes et les catégories de droit que je viens de citer sont toujours applicables aux enfants et partout et en tout lieu, en toutes circonstances. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut veiller. Et il y a l'autre protocole, c'est le protocole relatif à la vente d'enfants, à la prostitution et à la pornographie mettant en scène les enfants. Et ça aussi, vous voyez tout ce qu'il y a là, et tout ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, vous lisez combien de fois les enfants sont violés, combien de fois on peut faire de chantage, surtout que aujourd'hui il est possible de monter des trucs bizarres, et si on y prend garde, on considère tout ça comme vérité, mais la réalité est là que les enfants subissent fondamentalement des situations très perverses. Vous avez vu que la pornographie circule, vous avez vu qu'il y a des viols d'enfants, vous avez vu qu'il y a des enfants mineurs qu'on force pour le mariage et où ils sont dans le mariage précoce. Quand je parle des enfants, majoritairement les filles, mais aussi les jeunes garçons subissent ce genre de situation. Et j'ai déjà évoqué donc le 3e protocole, qui est celui qui permet aux enfants de s'engager dans un processus de communication. Et entendez par communication la possibilité qui est donnée aux enfants de déposer directement des plaintes contre ceux qui violent leurs droits. Nous sommes pratiquement à la veille donc, de 30 ans de mise en œuvre de la Convention. Et lorsqu'on en est là, le bilan, je dis, il y a des hauts et des bas. Les hauts, c'est ce que je prends comme positif. Et les bas, c'est les gaps qu'on peut constater. Je dois dire que le Bénin, fait l'effort. Ceux qui sont habitués à d'autres cultures, quand ils viennent ici, aujourd'hui, et qui doivent faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous verrez que les enfants sont au travail. Faites un tour au marché d'Antopa. Vous les verrez. Et ça semble ne rien dire. La Convention 182, qui a parlé des pires formes de travail des enfants. Je suis certain qu'on est en train de nous affairer pour ratifier
je crois la 187, qui parle du travail des domestiques, là où aussi il y a beaucoup d'abus qui se constatent. Alors, lorsqu'on a fini de ratifier tout ça, il reste comment est-ce que les droits des enfants sont réalisés. Et c'est là la problématique même. Vous écoutez les enfants lorsqu'ils ont envie de s'exprimer, ils vont déjà commencer par vous dire l'accès à l'éducation. Et là encore, je fais allusion, c'est la Convention relative aux droits économiques, sociaux et culturels, où le droit à l'éducation est un droit fondamental. Et vous imaginez donc que les enfants, si vous leur donnez la parole, si vous allez dans les brousses un peu reculées, et même dans les grandes villes, tous ces enfants-là qui sont devenus des travailleurs prématurés, qui sont laissés pour compte, ils ne sont pas à l'école. Donc, ils ne sont pas à l'école, ils sont dans une stratégie de survie et vous voyez plein d'enfants dans la situation de mobilité continuelle. Et ces enfants-là, s'ils étaient encadrés, s'ils avaient pu bénéficier de l'engagement de l'État, si réellement tous les enfants, puisqu'on a parlé de la non-discrimination, on ne verrait pas certains dans la rue, certains devenus des enfants en situation de rue et d'autres bien chéris par soit les parents directement, soit par un système donné. Et je pense que le débat est à ce niveau-là. Tous ces enfants, même s'il n'y a qu'un seul qui n'a pas pu bénéficier justement des choses prévues par les différentes conventions ratifiées, il y a problème. Donc je voudrais rappeler que nous sommes très rapides en ratification, nous sommes très rapides pour ce qu'il faut faire pour internaliser les tests internationaux, mais il y a toujours des enfants qui traînent et qui n'arrivent pas véritablement à bénéficier donc, de tout ce que la Convention leur a réservé. Donc il y a les débiteurs d'obligations, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés de faire en sorte que les droits soient réalisés, qui peut-être ne connaissent pas véritablement le sens des conventions que nous avons ratifiées. Et il est du devoir de l'État de rendre public ces documents-là, d'informer largement.